La société n'enterrait pas les femmes célibataires. Elle les asseyait le long du mur. Elle leur donnait les gants de quelqu'un d'autre à tenir. Et elles se comportaient comme si elles avaient déjà disparu. Georgia Clark avait appris cette leçon lentement, comme le givre qui recouvre une vitre, un matin tranquille après l'autre. Jusqu'au jour où elle leva les yeux, et le monde entier était devenu quelque chose qu'elle ne pouvait plus atteindre. À 20 ans, une femme était pleine de promesses. Les prétendants se pressaient. Les mères lui souriaient à travers les salons et prenaient soin de noter sa dot. 24 ans, on l'observait. Les sourires se faisaient plus rares. Les invitations se raréfiaient. À 27 ans, on parlait d'elle. Pas méchamment, pas encore. Simplement avec déception, comme on parle d'un cheval qui ne gagne plus de course. À 30 ans, elle était un exemple à ne pas suivre. Un avertissement pour les jeunes filles au bord de chaque salle de bal. N'attendez pas trop longtemps. Ne faites pas trop confiance. Ne devenez pas comme elle. Georgia était devenue comme elle. Elle ne pleurait pas tant l'absence d'un mari que l'absence d'un choix. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait de sa vie. Ils avaient simplement décidé pour elle, discrètement et complètement. Et ils attendaient sa gratitude pour cette décision. Elle comprit à quel point il s'était trompé sur son compte le soir où on lui demanda de chanter. En pratique, Belgrave House reposait sur le travail de Georgia, pas sur la fortune de Lady Beatrice, mais une seule d'entre elles en recevait le crédit. Georgia tenait les comptes du foyer en équilibre, avec un budget qui diminuait chaque saison. Elle répondait aux courriers au nom de sa tante. Elle écrivait les condoléances comme les félicitations d'une main plus sûre que celle de Lady Beatrice, et elle passait de longs après-midi gris à lire à voix haute pour une parente âgée, dont la vue avait décliné des années avant son appétit pour les ragots. Elle réparait ce qui ne pouvait être remplacé. Elle organisait ce à quoi personne d'autre ne voulait penser. Elle se tenait toujours, de la seule manière qui comptait, un peu en retrait, derrière le Robinson qui avait besoin d'une audience ce jour-là. Et les soirs difficiles, elle se disait que l'utilité était une forme d'appartenance. Mais ce sentiment ne durait jamais longtemps. Mais cette nuit-là était encore à des heures de là. Et en cette soirée de décembre de l'année 1878, Georgia Clark était à genoux, sur le sol froid de la chambre de sa cousine. Elle attachait un collier de perles qui ne lui appartenait pas, autour d'un cou bien plus jeune et bien plus célébré que le sien. Les perles appartenaient à Lady Beatrice. La robe appartenait en esprit, sinon en fait, au crédit déclinant de la famille, auprès de 3 modistes différents à Londres, et les 2 nuits que Georgia avait passées à corriger une couture négligée sur le corsage. Appartiendrait, comme tout ce qui était à elle, à la soirée de quelqu'un d'autre. Violet Robinson étudiait son propre reflet dans le miroir, avec la satisfaction calme d'une femme qui n'avait jamais douté de son accueil dans une pièce. « Vous êtes-vous déjà demandé ?» demanda Violette, inclinant le menton pour capter la lumière des bougies. Ce que ça pourrait faire d'entrer dans une salle de bal en sachant que tous les hommes présents vous regardent. Les doigts de Georgia ne s'arrêtèrent pas sur le fermoir. « Non, dit-elle, j'ai généralement été trop occupée à réparer les conséquences. » Violette rit, plus ravie que blessée. Comme une personne rit d'une blague qu'elle ne comprend pas entièrement, mais qui la vise. Lady Beatrice entra dans la pièce un instant plus tard, déjà habillée, déjà armée de soie vert foncé, et avec l'expression particulière qu'elle réservait aux occasions exigeant l'obéissance plutôt que l'affection. « Georgia, nous ne parlerons pas de ta mère ce soir. Nous ne parlerons pas de Thornwick, et nous ne parlerons certainement pas de musique. Me suis-je bien fait comprendre? » Georgia se releva, lissant ses jupes. Elle garda sa voix aussi égale que possible. « Alors puis-je demander pourquoi je suis invitée, ma tante? Puisque je ne dois être ni vue, ni entendue. Violet a besoin d'un chaperon, dit Lady Beatrice, comme si cela réglait toute la question de l'existence de Georgia. Et la gratitude, ma chère, devrait éviter les questions inutiles. Georgia ne dit rien de plus. Il n'y avait rien de plus qui serait entendu. Elle pensa, pas pour la première fois, à l'étrange arithmétique de ses journées à Belgrave House. Elle se levait avant que Violet ne se réveille, pour s'assurer que les feux étaient allumés et le courrier traité. Elle lisait à la vieille tante de Lady Beatrice pendant de longs après-midi gris, jusqu'à ce que sa propre voix se lasse des lettres des autres. Elle réparait ce que la maisonnée ne pouvait se permettre de remplacer, et organisait ce à quoi la maisonnée préférait ne pas penser. Et elle se tenait toujours un peu en retrait, derrière le Robinson qui avait besoin d'une audience.
Une fois, dans l'intimité de sa chambre étroite, elle s'était demandé, qu'aurait-elle choisi pour sa propre vie si quelqu'un avait pensé à le lui demander? Elle n'avait jamais tout à fait fini sa réponse. Il n'avait jamais semblé y avoir d'intérêt à finir une pensée que personne n'avait l'intention d'entendre. Elle n'avait pas toujours été silencieuse. Il y avait eu une maison autrefois, petite et chaleureuse, où une femme aux cheveux sombres et à la même voix basse et résonnante que Georgia s'asseyait chaque soir à un pianoforte et enseignait à sa fille que la musique n'était pas une décoration. C'était une confession mise en mélodie. Eliza Clark était morte depuis 6 ans, et le monde prononçait encore son nom. Comme on parle d'une tâche qui ne part pas complètement sur le linge. Avant l'arrivée des calèches, Georgia se glissa seule dans le petit salon du matin, pour récupérer le recueil de chansons de sa mère. La seule possession que Lady Beatrice n'avait jamais réussi à lui prendre. Elle l'ouvrit à une page devenue douce et grise au coin, à force d'être manipulée. Et sans le vouloir, elle se mit à fredonner. La mélodie trouva ses mots avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Une ligne basse de la complainte d'hiver s'échappa dans la pièce silencieuse. Elle l'avait chantée 1000 fois quand elle était enfant, la main de sa mère posée, chaude, sur son épaule, corrigeant une phrase ici, louant une note tenue là, sans jamais suggérer que la chanson était destinée aux oreilles de quelqu'un d'autre que les leurs. C'était, dans ces années-là, simplement une chose qu'elle partageait. Comme d'autres familles partagent un fauteuil préféré près du feu ou une promenade particulière dans le jardin. Georgia n'avait pas compris alors à quel point ce petit plaisir partagé viendrait définir toute la forme de son chagrin futur. Une jeune servante nommée Mabel, qui époussetait la cheminée, s'immobilisa complètement. « Mademoiselle Clark », murmura Mabel. « Les gens paieraient cher pour entendre une voix comme ça. » Georgia ferma le recueil. « Les gens paient pour se divertir, dit-elle. Ils punissent les femmes qui leur font ressentir trop de choses. » Elle ne savait pas encore à quel point cette phrase se révélerait vraie avant la fin de la nuit. Kingsmere Hall brillait de plus de bougies que Georgia n'en avait vu réunies en un seul lieu depuis des années. Des membres de la maison royale se déplaçaient parmi l'aristocratie, avec l'aisance de gens qui ne s'étaient jamais demandé s'ils étaient à leur place. Des lustres projetaient leur lumière sur un sol poli comme un miroir, et l'air lui-même sentait les fleurs de serre et la cire fondue, et le parfum particulier d'une centaine de femmes, toutes essayant, à leur manière, d'être remarquées. Georgia se tenait près d'une colonne de marbre dans sa robe ivoire retouchée. Elle observait la pièce comme une femme observe une météo qu'elle ne peut contrôler. Elle tenait la deuxième paire de gants de Violette. Elle tenait l'éventail de sa tante. Elle tenait, en bref, tout ce qui n'était pas à elle. Au fil des ans, elle avait appris à étudier les salles de bal depuis un tel point de vue. Cataloguant les petites cruautés qui passaient pour de l'esprit parmi les gens à la mode, on louait le teint d'une jeune femme d'une manière clairement destinée à attirer l'attention sur le manque de teint de sa sœur. Un gentleman plus âgé complimentait la robe d'une veuve, tout en s'assurant que toute la pièce comprenait depuis combien de saisons elle était portée. La gentillesse, Georgia en était venue à le comprendre, était très souvent de la cruauté avec de meilleures manières. C'est là, à moitié tournée vers un portrait plutôt que vers la foule, qu'elle le remarqua pour la première fois. Leonard Sterling, duc de Thornwick, se tenait un peu à l'écart, loin des familles ambitieuses qui cherchaient son attention. Il était vêtu de noir, à l'exception du reflet d'une chaîne de montre en argent. Il ne souriait pas. Il ne semblait pas non plus impatient. Il se tenait simplement immobile et indéchiffrable, comme un homme qui avait entraîné son corps à ne jamais révéler ce que son esprit faisait. La société avait depuis longtemps décidé quoi penser de Leonard Sterling. Il ne dansait pas. Il assistait rarement aux soirées musicales et quittait celles qu'il ne pouvait éviter dès que la mélodie devenait inconnue. Il avait abandonné 2 fréquentations prometteuses sans un mot d'explication. Et la société, incapable de pardonner à un homme de taire ses raisons, avait simplement décidé qu'il était froid, sévère, peut-être totalement insensible. Il était plus facile, supposait Georgia, de croire un duc sans cœur, plutôt que de se demander ce qui avait bien pu geler ce cœur. Violet lui fut présenté dans l'heure, tout en éclat étudié et en rire soigné. Et Léonard la reçut avec la courtoisie polie et distante qu'il accordait clairement à chaque fille ambitieuse qu'on lui présentait cette saison-là. Ses yeux ne s'attardèrent pas sur la performance soignée de Violette, plus longtemps que ne l'exigeaient les bonnes manières. Ils trouvèrent plutôt Georgia de l'autre côté de la pièce, entièrement absorbée par un portrait d'un ancêtre oublié,
apparemment la seule femme non accompagnée dans la salle qui n'essayait pas d'attirer son attention. Leurs regards se croisèrent le temps d'une respiration. Georgia détourna les yeux la première. C'était plus facile ainsi, et plus sûr. Les hommes comme le duc de Thornwick ne regardaient pas deux fois les femmes comme elle. Et s'ils le faisaient, cela se terminait rarement bien pour la femme. Leonard ne détourna pas le regard. « Qui est-ce » demanda-t-il doucement. « Personne en particulier », observant Georgia étudier le portrait plutôt que lui. Lady Beatrice, planant assez près pour entendre, répondit bien trop vite. « Seulement la dame de compagnie de ma nièce, votre grâce. Seulement. » Les mots s'installèrent dans la mémoire de Léonard d'une manière que Lady Beatrice n'aurait pu prédire, et qu'elle n'aurait certainement pas souhaité. Il avait entendu de nombreux mots utilisés pour rabaisser une femme dans sa vie. Il trouva, inexplicablement, que celui-ci en particulier lui déplaisait. Il ne chercha pas à être présenté. Il n'y en aurait pas besoin, bien qu'aucun d'eux ne le sût encore. La célèbre soprano de la soirée fut prise d'une quinte de toux, juste avant la deuxième partie du programme musical. En quelques minutes, la salle de bal devint une ruche de panique feutrée et ravie. Une hôtesse royale n'aimait pas être sans divertissement. Quelqu'un devrait combler le silence. Et vite, c'est Violet qui fournit la réponse. Sa voix était assez douce pour paraître généreuse. « Ma cousine chante magnifiquement, » dit-elle. « Georgia, vous devez absolument le faire. » Georgia comprit la cruauté de la chose en un battement de cœur. Violette l'avait entendu chanter une seule fois, à travers une porte fermée, des années auparavant. Violette savait précisément quelle chanson se trouvait dans ce recueil usé, et précisément quel nom elle ramènerait à la lumière. « Je ne pourrais absolument pas, » dit Georgia doucement. La main de Lady Beatrice trouva son bras, douce en apparence, de fer dans sa poigne. « La maison royale a exprimé un souhait, Georgia. Vous n'allez sûrement pas payer ma générosité en nous déshonorant tous devant la moitié de Londres. » Il n'y avait pas de refus possible à cette phrase. Il n'y en avait jamais eu. L'esprit de Georgia chercha toutes les échappatoires possibles, et n'en trouva aucune qui ne coûterait pas à la maison de sa tante sa réputation. Elle pensa brièvement et amèrement à toutes les années passées à se rendre utile, précisément pour que des moments comme celui-ci n'arrivent jamais. Et elle comprit avec une sorte de clarté lasse que l'utilité ne l'avait jamais protégée de quoi que ce soit. Violet sortit le recueil de son propre réticule, comme si elle l'avait porté toute la soirée en prévision de ce moment précis. Elle ouvrit à une page que Georgia n'avait pas chantée depuis l'année de la mort de sa mère, la complainte d'hiver. Des chuchotements se propagèrent avant même que Georgia n'atteigne le pianoforte. La femme Clark. N'y avait-il pas un vieux scandale? Thornwick, n'est-ce pas? Le collier. Une femme près de Violet cacha un rire derrière son éventail, sans trop se soucier de bien le cacher. Les mains de Georgia tremblaient, alors qu'elle posait la musique. Pendant un moment insupportable, elle envisagea de sortir directement de la salle de bal, et de laisser la ruine de la famille s'abattre où elle le voudrait. Puis elle regarda vers le mur du fond et vit Leonard Sterling qui l'observait. Il n'était pas amusé. Il n'arborait pas le petit sourire cruel du reste de la salle. Il avait l'air, si quoi que ce soit, mal à l'aise. Comme si une partie de lui sentait déjà ce qui allait arriver, et le redoutait. Quelque chose en Georgia se détendit à cette vue. Elle préférait échouer honnêtement devant un visage sérieux que de survivre à une autre soirée d'obéissance silencieuse. Elle s'assit. Elle chanta. Le premier couplet traversa la pièce exactement comme une complainte de salon devait le faire. Un chagrin conventionnel sur l'hiver, l'attente et un amour qui ne reviendrait pas. Georgia ne le chanta pas comme un divertissement. Elle le chanta comme une fille pleurant une mère dont le nom n'avait jamais été lavé. Et quelque chose dans cette vérité porta plus loin que la simple joliesse n'aurait jamais pu le faire. Les rires dans la salle s'éteignirent, sans que personne ne remarque vraiment quand ils cessèrent. Puis Georgia atteignit le deuxième couplet, et tout changea. Quand l'hiver ferme toutes les portes, et que la cendre cache la pierre, suit le sommeil de la rose blanche, car la vérité ne brûle pas seule. De l'autre côté de la salle, le verre de vin de Léonard glissa de ses doigts. Il se brisa sur le sol de marbre. Il ne réagit pas au son. Il ne jeta même pas un regard sur les débris de cristal à ses pieds. Il se tenait entièrement, terriblement immobile. Son visage avait pris la couleur de la vieille cendre. Son souffle était bloqué quelque part où il ne pouvait l'atteindre. La salle de bal tomba dans un silence total. La voix de Georgia ne faiblit pas, bien que chaque instinct en elle la poussât à s'arrêter.
S'arrêter maintenant anéantirait le fragile contrôle qui lui restait. Elle termina la chanson les yeux fixés quelque part au-dessus de la foule, refusant de le voir s'effondrer devant 500 témoins. Sur la note finale, Leonard traversa la salle de bal vers elle. Chaque pas était délibéré, comme s'il marchait contre un courant que lui seul pouvait sentir. Il s'arrêta devant elle, et la question vint, basse et urgente, destinée à elle seule, bien que la moitié de la salle tendit l'oreille pour l'entendre. « Qui vous a appris ce couplet ?» Georgia leva le menton. « Ma mère, dit-elle, Eliza Clark. » Le nom le frappa plus durement que la mélodie. Il ne dit rien de plus. Il se tourna simplement et quitta la salle de bal sans un seul mot d'adieu à son hôtesse, laissant derrière lui un silence plus fort que n'importe quelle musique. Georgia se tenait seule à côté du pianoforte abandonné. Ses mains tremblaient encore, et elle comprit avec une étrange clarté vide que ce qu'elle venait de faire ne pouvait être défait. Elle avait passé 30 ans à disparaître discrètement dans les coins des soirées des autres. En l'espace de 4 minutes, elle était devenue la femme la plus discutée d'Angleterre, et elle n'avait aucune idée si c'était un sauvetage ou sa ruine. Le visage de Violette, quand Georgia le chercha enfin, portait une expression qu'elle n'avait jamais vue sur sa cousine auparavant. Pas le triomphe, quelque chose de plus proche de l'alarme. La blague était allée quelque part où aucun d'eux n'avait eu l'intention qu'elle aille. Le temps que la calèche de Georgia retourne à Belgrave House cette nuit-là, l'histoire avait déjà commencé son voyage à travers les salons de Londres, séparant de nouveaux et étranges détails à chaque récit. Au petit déjeuner le lendemain matin, elle appartenait entièrement à la ville. Qui est mademoiselle Georgia Clark? Pourquoi le duc de Thornwick a-t-il laissé tomber son verre devant toute la cour? Pourquoi est-il parti si soudainement après lui avoir parlé? La chanson était-elle liée au vieux scandale de Thornwick? Pourquoi Lady Beatrice avait-elle caché une telle voix pendant toutes ces années? Georgia lut les journaux à la table du petit déjeuner avec une étrange sensation de vide dans la poitrine. Elle avait passé 10 ans à être invisible. Elle ne savait pas quoi faire d'être vue, surtout vue de cette façon, à moitié admirée et à moitié accusée, comme si sa voix elle-même était un crime qui nécessitait une enquête. Certains récits la dépeignaient comme une figure tragique et lésée, la fille d'une femme déshonorée qui obtenait enfin justice. D'autres la peignaient comme une intrigante, une vieille fille qui avait réussi, grâce à une robe empruntée et une chanson bien choisie, à déstabiliser l'un des hommes les plus riches d'Angleterre devant toute la cour royale. Georgia ne parvenait pas à décider quel récit la blessait le plus, la pitié ou la suspicion, car les deux, à leur manière, refusaient de lui accorder le simple crédit d'avoir chanté. Lady Beatrice était furieuse, mais pas pour la raison à laquelle Georgia s'attendait. « Tu t'es rendue plus mémorable que Violette », dit froidement sa tante. « En une seule soirée, après 10 ans passés à te nourrir et te loger. » Georgia ne dit rien. Elle apprenait qu'il était peu utile de défendre une vérité que sa tante avait déjà décidé de ne pas entendre. 3 jours plus tard, une note arriva à Belgrave House. Scellée à la cire sombre, portant le blason de Thornwick. Leonard demandait un entretien privé. Il l'a reçu dans un salon formel, orné de portraits d'ancêtres qui n'avaient clairement jamais douté de leur place dans le monde. Il était vêtu avec la même correction sévère dont elle se souvenait du bal. Bien que quelque chose dans son visage se soit adouci, ou peut-être seulement fatigué, depuis cette nuit-là. « Je voudrais vous offrir un poste », dit Léonard sans préambule. « Cataloguer la collection de musique de ma défunte mère. Il y a des pièces que je crois que votre mère a autrefois copiées pour elle. Je voudrais comprendre pourquoi. » Le dos de Georgia se redressa. « Votre grâce, la dernière femme Clark qui est entrée à Thornwick Hall en est partie accusée de vol et de déshonneur. Je n'ai aucune raison de croire que l'histoire ne se répéterait pas. »« Non, » convint-il. « Vous n'en avez aucune. » Georgia l'étudia un long moment, pesant l'honnêteté de sa réponse contre 6 ans passés, à supposer que chaque mot de Sterling avait un coût caché. Elle avait refusé des offres moins importantes que celle-ci pour bien moins de raisons. Pourtant, quelque chose dans son immobilité, la même immobilité qu'elle avait remarquée dans la salle de bal bondée, suggérait un homme qui n'avait pas encore appris à dissimuler sa propre incertitude derrière un charme facile. Et elle découvrit, malgré elle, qu'elle faisait plus confiance à l'incertitude qu'à son contraire. Il n'argumenta pas davantage. Il n'essaya pas de la charmer, de lui commander ou de lui rappeler l'honneur qu'il imaginait lui faire. Il se dirigea simplement vers un bureau,
prit un papier plié et le plaça dans ses mains. C'était un inventaire de la maison, daté de plusieurs semaines après le renvoi d'Eliza Clark. Il listait parmi les possessions de Thornwick un collier de diamants et de perles, le collier même qu'Eliza était censée avoir volé. Georgia lut la date 2 fois pour être sûre de ne pas s'être trompée. « Ceci prouve, dit-elle lentement, que le collier n'a jamais quitté cette maison. »« En effet, dit Leonard, ce qui signifie que quelqu'un a menti. J'ai l'intention de découvrir qui, et j'aimerais votre aide pour le faire. » Quelque chose en Georgia se détendit légèrement pour la première fois en 6 ans. Pas encore la confiance, seulement le début d'une raison de l'envisager. « Je ne viendrai pas comme une dépendante, dit-elle. J'aurai un salaire, mes propres appartements et une femme de chambre de mon choix. Mon poste sera enregistré comme un emploi professionnel, rien d'autre. Je pourrai partir avec un préavis d'1 semaine, à tout moment et pour n'importe quelle raison. J'aurai accès à tous les dossiers concernant cette affaire, et vous ne dissimulerez aucune preuve pour protéger le nom de votre famille. » Léonard l'étudia un long moment. Quelque chose d'indéchiffrable bougeait derrière ses yeux gris et calmes. « D'accord, » dit-il simplement. Georgia s'était attendue à une discussion. Elle ne s'était pas attendue à être crue si facilement, et cette facilité la déstabilisa presque autant que son silence au bal. « Vous ne demandez pas pourquoi j'exige de telles conditions, » dit-elle, incapable de cacher la lassitude dans sa voix. « J'imagine, » dit Leonard, « qu'une femme élevée dans la charité apprend précisément combien la gratitude peut coûter cher. Je n'ai aucune envie d'alourdir cette facture. » C'était, pensa Georgia, la première chose vraiment gentille que quelqu'un en position de pouvoir sur elle lui ait dite depuis très longtemps. Elle ne s'y fiait pas entièrement. Mais elle ne l'écarta pas non plus entièrement. La nouvelle de son départ parvint à Belgrave House, avant que Georgia elle-même ne puisse l'annoncer. Lady Beatrice reçut la nouvelle avec une fureur froide, déguisée en inquiétude. « Tu irais vivre sous le toit d'un duc, non marié, sur la foi d'un misérable inventaire. » Exégea sa tante. « Comprends-tu ce que la société dira de toi? »« La société a déjà dit tout ce qu'elle avait à dire de moi, ma tante, » répondit Georgia. « Je trouve que je préfère être méprisée pour gagner un salaire que pour tenir les gants de quelqu'un d'autre. » Lady Beatrice n'eut pas de réponse à cela, bien que son expression suggérât qu'elle en composait déjà plusieurs, peu aimables, pour plus tard. Thornwick Hall s'élevait de la campagne hivernale comme un souvenir que la terre elle-même n'avait pas tout à fait pardonné. La pluie lustrait sa longue façade grise. Le lierre grimpait, sombre et épais, le long d'une aile qui avait clairement été scellée et laissée à l'abandon derrière des fenêtres barricadées. Georgia descendit de la calèche dans un froid qui semblait monter des pierres même sous ses pieds. Et pendant un instant, elle se trouva totalement incapable de bouger. La maison ne se dressait pas seulement devant elle. Elle observait, de la manière particulière dont les vieilles maisons semblent parfois le faire. Comme si chaque fenêtre contenait un souvenir dont elle n'avait pas encore fini le deuil. Elle pensa, debout là dans le crépuscule d'hiver avec sa seule malle à ses côtés, à toutes les arrivées dépendantes qu'elle avait faites dans sa vie. Toujours à l'invitation de quelqu'un d'autre. Toujours portant les attentes de quelqu'un d'autre avec ses propres petits bagages. Cette arrivée, se rappela-t-elle, était différente. Elle en avait négocié les termes elle-même. Quoi qu'il l'attendît à l'intérieur de ces murs gris, elle avait au moins choisi de l'affronter sur un pied d'égalité. « L'aile ouest », dit la gouvernante, une femme rigide mais gentille, nommée Madame Alcott. Elle fit un geste sans vraiment regarder la section en ruine. « Endommagée dans l'ancien incendie, mademoiselle. Personne n'y a mis les pieds depuis 20 ans. Et sa grâce préfère que cela reste ainsi. » Georgia remarqua, alors que Madame Alcott la conduisait à travers le grand hall, la légère décoloration de la vieille fumée. Encore visible sous le papier peint frais dans un couloir. Une ombre qu'aucun nettoyage n'avait jamais complètement effacée. Quelque part au-dessus d'eux, la pluie tambourinait régulièrement contre un toit qui avait clairement été réparé de nombreuses fois au fil des ans. Toujours avec soin, jamais tout à fait complètement. Le salon de musique, quand on le lui montra enfin, ressemblait moins à une pièce qu'à un souffle retenu. Un pianoforte se tenait sous une housse au centre, et au-dessus de la cheminée pendait un rectangle pâle de papier peint non décoloré. Là où un portrait avait clairement regardé les touches autrefois. Le portrait de sa grâce était accroché là, dit doucement Madame Alcott. Sa grâce l'a fait enlever la semaine des funérailles,
Il ne supportait pas les yeux sur lui, je suppose. Georgia ne dit rien, bien que quelque chose dans sa poitrine se serra à la pensée d'un garçon de 16 ans, incapable de regarder sa propre mère en face. Ce fut l'oncle de Leonard, Lord Benedict Wallace, qui l'accueillit le plus chaleureusement de tous à Thornwick. Il arriva dans la semaine, un homme grand et argenté, avec un sourire facile, et des yeux qui semblaient contenir une sympathie sincère. « Mademoiselle Clark, dit-il, s'inclinant sur sa main, avec une courtoisie démodée. J'avoue que j'ai longtemps souhaité que quelqu'un lave enfin le nom de votre mère. Eliza a été gentille avec moi, dans une maison qui n'était pas toujours gentille avec qui que ce soit. Vous la connaissiez, milord. Je les connaissais tous, dit Bénédicte, une brève tristesse traversant son visage. J'ai aidé Léonard à maintenir ce domaine après la mort de son père. J'aimerais beaucoup l'aider à maintenir ce qui reste de la vérité également. Il se promena avec elle ce premier après-midi, le long des jardins durcis par le gel, lui montrant où se trouvait autrefois l'ancienne serre. Ses vitres brisées depuis longtemps et jamais remplacées. Cecilia y gardait des roses blanches, dit Bénédicte, une note nostalgique dans la voix. Le père de Léonard disait qu'elle les aimait plus que la plupart des gens. J'ai toujours trouvé cela un peu injuste pour elle. Elle aimait beaucoup de gens. Elle les aimait simplement sans l'annoncer. Croyez-vous que ma mère était vraiment coupable, milord? Bénédicte resta silencieux un long moment. Je ne l'ai jamais cru, dit-il finalement. Je n'ai simplement jamais pu le prouver. J'espère, mademoiselle Clark, que vous réussirez là où nous avons tous échoué. Avant de se séparer, il lui tendit une liasse de vieux annuaires de la maison qu'il avait gardé dans son propre bureau pendant des années. C'était précisément le genre de geste qui fit que la garde de Georgia, si soigneusement maintenue depuis l'enfance, commença doucement à baisser. Georgia se surprit, contre tous les instincts aiguisés par des années de déception, à commencer à lui faire confiance. Ce soir-là, seule dans le salon de musique rouvert, avec une seule branche de bougie et une pile de partitions privées de Cecilia Sterling, Georgia ouvrit un livre de chansons devenu cassant avec l'âge. Plusieurs pages avaient été découpées avec des ciseaux soignés et délibérés, laissant derrière elles des demi-lignes de papier déchiquetées comme de petites blessures. Elle tourna une autre page et s'arrêta. Dans la marge, à l'encre passée, quelqu'un avait esquissé une seule rose blanche. Georgia se rassit lentement, la pluie cliquetant contre les hautes fenêtres. Et elle sentit la première certitude froide s'installer en elle. Que la musique dans le recueil de sa mère n'était pas simplement une chanson de deuil. C'était un message. Et quelqu'un, 21 ans plus tôt, avait très envie de s'assurer qu'il ne soit jamais lu. Elle passa le reste de cette première semaine à parcourir soigneusement le reste de la collection de Cecilia, cataloguant chaque pièce à la main dans un registre personnel, notant chaque page déchirée, chaque marge modifiée, chaque endroit où l'encre semblait avoir été ajoutée par une autre main que celle du compositeur. C'était un travail lent et exigeant, le genre de travail que Georgia avait accompli 1000 fois pour les contes de Lady Beatrice. Sauf qu'ici, pour la première fois de sa vie d'adulte, la monotonie ressemblait à un but plutôt qu'à une servitude. Elle trouva, glissée entre deux hymnes sans rapport, une seule feuille de la main de sa propre mère, non signée, ne contenant que quelques mesures d'une mélodie inconnue. Et dans le coin, 3 petits mots. « Pardonne-moi, Cecilia ». Georgia tint la page un long moment avant de la mettre soigneusement de côté. Comprenant pour la première fois que quel que soit le secret que sa mère était morte en protégeant, ce n'était pas la culpabilité qu'elle avait emportée dans sa tombe. C'était le chagrin pour une amie qu'elle n'avait pas pu sauver. L'arrivée de Georgia à Thornwick n'avait pas été sans sa propre prise de conscience. Une tempête tardive avait retardé son approche finale en calèche, et Léonard, revenant d'une réunion avec un magistrat dans la ville voisine, avait partagé les derniers kilomètres du voyage avec elle, par simple nécessité plutôt que par dessein. La foudre illuminait la calèche par de brefs éclairs argentés. Leurs genoux se touchaient presque à chaque tour de roue sur la route défoncée, et aucun ne bougea pour corriger la situation. « Vous n'avez pas à craindre d'être seule avec moi, mademoiselle Clark, » dit Léonard doucement, observant ses mains calmes jointes sur ses genoux. « J'ai passé ma vie seule, avec des gens bien plus dangereux que vous, votre grâce, » répondit Georgia. Il souriait simplement plus souvent. Il ne répondit rien à cela, bien que quelque chose dans son expression suggéra que l'observation avait atterri là où il ne s'y attendait pas. Le deuxième matin à Thornwick,
Leonard plaça la clé des archives privées de sa mère directement dans la paume nue de Georgia, plutôt que de l'envoyer par un domestique. Ses doigts se refermèrent brièvement sur les siens, pour s'assurer qu'elle la tenait bien. Le contact ne dura qu'un instant. L'absence de ce contact ensuite, nota Georgia avec une certaine alarme privée, dura bien plus longtemps. Les jours à Thornwick prirent un rythme que Georgia ne s'attendait pas à trouver réconfortant. Le matin, elle et Leonard travaillaient sur les registres, les cartes du domaine et les archives des domestiques dans la bibliothèque. Retraçant les fils d'un incendie vieux de 2 décennies, Leonard se révéla, à la surprise tranquille de Georgia, un collaborateur patient et minutieux, prêt à s'asseoir pendant des heures à croiser des dates avec les salaires des domestiques, sans jamais suggérer que l'esprit d'une femme était inadapté à un travail aussi soigné. Il lui demandait son avis avant de donner le sien, et plus d'une fois, il modifia sa propre conclusion quand la lecture d'un document par Georgia se révélait plus fine que la sienne. « Vous ne me traitez pas comme si mon éducation s'était arrêtée à la couture et aux écritures », observa Georgia un matin, quelque peu surprise par sa propre franchise. « J'ai constaté, dit Leonard, sans lever les yeux du registre devant lui, que l'intelligence s'annonce rarement en fonction du revenu d'une personne. » Plus d'une fois, Georgia trouva des raisons de le défier, quand son autorité naturelle basculait trop facilement dans le commandement. Quand il ordonnait la réaffectation d'un domestique ou la clôture d'une enquête, sans prendre la peine d'expliquer son raisonnement, vous n'avez pas à tout décider seul, simplement parce que vous y êtes habitué, votre grâce, lui dit-elle clairement la première fois que cela arriva. Leonard parut un instant sincèrement surpris, comme si personne dans sa maison ne l'avait corrigé depuis très longtemps. « Vous avez tout à fait raison, dit-il finalement. J'essaierai de me souvenir que les habitudes de commandement ne sont pas les mêmes que les habitudes de sagesse. » Il écoutait, remarqua Georgia, même quand l'écoute blessait manifestement sa fierté. Et chaque fois qu'il le faisait, une petite partie de sa garde se relâchait. Le soir, quelque chose de tout à fait différent commençait. Silencieux et non dit, et bien plus dangereux pour le sang-froid de Georgia que n'importe quel mystère. Les domestiques s'habituèrent au son du pianoforte flottant dans le couloir longtemps après que le reste de la maison se soit tu, et au murmure bas de 2 voix parlant en dessous, l'une posant des questions auxquelles aucun registre ne pouvait répondre, l'autre apprenant lentement, prudemment, à faire confiance. Elle découvrit sa première crise par accident. Un jeune valet époussetant le salon de musique frôla les touches du pianoforte. Il joua 4 notes maladroites. Ce n'était pas une mélodie, juste du bruit. Georgia, passant dans le couloir, entendit la voix de Leonard se couper en pleine phrase dans la pièce voisine. Elle le trouva debout, rigide, près de la fenêtre, ses mains serrées en poing, sa respiration courte et saccadée, ses yeux ouverts, mais voyant quelque chose à 21 ans et un couloir en feu de distance. Georgia n'appela pas de domestique. Elle ne le toucha pas, sentant instinctivement que le contact pourrait être la mauvaise pitié à ce moment-là. Elle parla simplement, d'une voix basse et stable, comme on parle pour calmer un cheval effrayé. « Vous êtes à Thornwick, dit-elle. Nous sommes en hiver, en 1878. L'incendie est terminé depuis longtemps. Vous êtes ici avec moi, et rien dans cette pièce ne peut vous faire de mal. » Lentement, terriblement lentement, sa respiration commença à se régulariser. Quand il put enfin parler, sa voix était rauque. « Vous auriez dû appeler quelqu'un. Vous étiez effrayé, » dit simplement Georgia. « Pas impuissant. Il y a une différence, et je ne pensais pas que vous me remercieriez d'avoir confondu les deux. » Quelque chose changea derrière ses yeux alors. Un vieux mur s'abaissant d'une fraction. C'était le premier moment, Georgia le comprendrait plus tard, où Leonard Sterling s'était senti vraiment vu, plutôt que simplement géré. Leur rituel nocturne commença, sans qu'aucun d'eux ne le nomme ainsi. Georgia chantait quelque chose d'autre que la complainte, quelque chose que Leonard pouvait supporter d'entendre. Et en échange, il acceptait de répondre à une question honnête ensuite. Cela commença comme une enquête. Cela ne resta pas ainsi longtemps. « De quoi vous souvenez-vous de la nuit de l'incendie » demanda-t-elle un soir, ses doigts reposant encore sur les touches du piano. « Ma mère a cet instrument, » dit Leonard doucement. La voix d'un homme se disputant avec elle, une voix que je n'ai jamais pu identifier, l'odeur de la fumée de cèdre, une bague en argent captant la lumière des bougies dans l'obscurité du couloir. Ma mère m'ordonnant d'aller à l'escalier S. Je lui ai désobéi.
Je suis revenu pour elle, et le couloir ouest s'est effondré avant que je puisse l'atteindre. Vous aviez 16 ans. Je me le suis dit de très nombreuses fois, dit Léonard. Cela n'a pas encore allégé le poids de la culpabilité. Les questions devinrent plus douces, puis bien moins sûres. « Pourquoi me regardez-vous quand je tourne les pages de la musique ?» demanda Georgia une nuit, et regretta immédiatement son audace. Léonard ne détourna pas le regard. « Parce que vos mains sont la seule partie de vous qui oublie de cacher ce que vous ressentez. » Le souffle de Georgia se coupa. Elle avait passé 30 ans à apprendre précisément comment dissimuler chaque sentiment privé. Cela la déstabilisait de voir avec quelle facilité cet homme sévère et réservé avait remarqué ce que personne d'autre n'avait jamais pris la peine de chercher. « Pourquoi ne dansez-vous jamais ?» demanda-t-elle un autre soir, bien qu'elle soupçonnât déjà une partie de la réponse. « Parce que danser exige de faire confiance à son propre corps, » dit Léonard doucement. « Et le mien n'a pas entièrement mérité cette confiance depuis que j'ai 16 ans. Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé si vous regrettiez de m'avoir fait venir ici ? » Personne n'a eu besoin de demander, dit Léonard. Je regrette beaucoup de choses. Vous avoir fait venir à Thornwick n'en a jamais fait partie. Georgia dut alors détourner le regard, ne voulant pas qu'il voie à quel point cette réponse avait ébranlé son sang-froid. La pluie les piégea ensemble dans la folie du jardin. Un après-midi gris, un abri en pierre à peine assez grand pour que 2 personnes puissent se tenir sans se toucher. Léonard tendit la main pour écarter une mèche de cheveux mouillés du visage de Georgia. Avant que l'un ou l'autre ne semble avoir décidé qu'il le ferait. Vous n'avez pas besoin de me regarder comme si la retenue vous faisait souffrir, votre grâce, dit Georgia, sa voix pas tout à fait stable. La retenue n'a pas été sans douleur, dit Léonard doucement, depuis la nuit où vous avez chanté. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La pluie remplit le silence entre eux avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'inévitable. Puis Georgia recula, car elle avait appris à ses dépens ce qui arrivait aux femmes qui prenaient la fin d'un homme puissant pour une promesse. « Pas encore », dit-elle doucement. Et Léonard, à son crédit, n'argumenta pas. Un après-midi, penchés ensemble sur une marque effacée dans une des partitions plus anciennes de Cecilia, Léonard se tint juste derrière l'épaule de Georgia pour examiner la page. Assez près pour qu'elle sente sa chaleur le long de son dos. Assez près pour que sa voix, quand il parla, agite les cheveux lâches à son oreille. « Vous ai-je distraite de votre travail, mademoiselle Clark? Vous avez rendu la concentration inutilement vertueuse, votre grâce, » admit Georgia. Et pour la première fois, elle entendit quelque chose qui ressemblait presque à un rire lui échapper. Quelques jours plus tard, en forçant un coffre-fort rouillé récupéré de l'ancien bureau du domaine, Léonard se coupa la paume assez gravement pour que le sang traverse son gant. Georgia prit sa main sans demander la permission. Elle retira elle-même le cuir abîmé et pansa la blessure avec une bande de lin propre, de sa propre corbeille à ouvrage. Ses doigts étaient stables, même si son pouls ne l'était pas. Sa main se referma doucement sur la sienne une fois le bandage terminé. Et aucun d'eux ne se pressa de mettre fin au contact. Peu de temps après, un jeune avocat aux yeux vifs, brièvement convoqué de Londres pour examiner un vieil acte de propriété, complimenta la maîtrise de Georgia des registres du domaine avec un peu plus d'admiration que l'occasion ne l'exigeait strictement. La mâchoire de Léonard se crispa visiblement tout au long de la visite, et une fois le gentleman parti, Georgia ne put résister à le tester. « Vous vous opposez à ce que M. Fitzpatrick m'escorte dans le jardin, votre grâce. »« Je m'oppose à sa confiance, » dit Léonard, « pas au gentleman lui-même. » La distinction, admit Leonard, disparaît rapidement. Leonard découvrit tout à fait par accident un soir que Georgia, en 30 ans, n'avait jamais appris à danser. « Impossible, dit-il. Vous avez assisté à des bals. J'ai assisté à des bals en tenant des gants et des éventails qui appartenaient à d'autres femmes, dit Georgia. Personne n'a pensé à inviter le mur à danser. Il repoussa lui-même les meubles du salon de musique, plutôt que d'appeler un domestique, et lui offrit sa main avec une formalité qui ne dissimulait en rien la chaleur en dessous. Alors permettez-moi de corriger un oubli considérable. Georgia fredonna elle-même la mélodie pendant qu'il la guidait dans les pas. Sa main se posa, légère et sûre, à sa taille, la sienne reposant sur la chaleur solide de son épaule. La musique se termina. Aucun d'eux ne bougea pour s'écarter. Pendant un souffle suspendu, Georgia sentit son regard descendre vers sa bouche, et quelque chose de bas et de chaud se déploya dans sa poitrine
à la pensée de ce qui pourrait arriver ensuite. Une horloge quelque part dans le hall sonna l'heure, et le monde ordinaire se réaffirma autour d'eux. Ce fut l'inventaire de la maison, enfin croisé avec la correspondance privée de Cecilia, qui prouva finalement sans aucun doute que le collier n'avait jamais quitté Thornwick la nuit où Eliza fut renvoyée. Georgia posa le document final avec des mains tremblantes. « Elle n'a jamais rien volé », murmura-t-elle. « Ma mère était innocente, et ils l'ont laissée mourir, croyant toujours que le monde ne lui pardonnerait jamais un crime qui n'a jamais eu lieu. » Léonard tendit la main vers la sienne par-dessus la table, et pour une fois, ne la relâcha pas après que le moment l'eût exigé. Ce même soir, dans le salon de musique éclairé seulement par un feu mourant, Georgia posa sa paume sur son visage et le sentit se tourner vers elle, comme si sa main était la première chose douce qu'on lui offrait en 21 ans. Elle l'embrassa la première, hésitante, puis sa retenue se brisa entièrement. Ses bras l'attirèrent près de lui, sa bouche répondant à la sienne, avec une faim qu'il avait clairement gardée enfermée pendant très longtemps. Il s'arrêta avant que l'un ou l'autre ne puisse perdre la capacité de choisir autrement. Son front reposant contre le sien, tous deux respirant de manière inégale à la lueur du feu. « Dites-moi de partir, dit-il, d'une voix basse et rauque, et je le ferai. » Georgia ne put se résoudre à le dire. Il partit quand même, parce qu'il ne voulait pas, lui dit-il doucement à la porte, utiliser son propre désir comme une arme contre son jugement. Dans les jours qui suivirent, le désir les trouva dans des moments plus petits, plus calmes, des moments qui n'avaient pas moins de poids pour leur banalité. Léonard regardait sa bouche trop longtemps pendant qu'elle lisait à voix haute un vieil arpentage du domaine. Georgia apprit à reconnaître ses pas dans le couloir, avant même qu'il ne parle, et se surprit à les écouter, sans tout à fait admettre cette habitude. Leurs doigts se frôlaient sur les documents partagés plus souvent que le travail ne l'exigeait strictement. Une fois, en arrivant tôt à la bibliothèque, Georgia le trouva avec son col défait et ses manches retroussées, et dut détourner complètement le regard avant que son sang-froid ne la trahisse. Leurs petites disputes sur un point d'histoire de la maison commencèrent à se terminer, moins par une résolution que par un silence chargé et inachevé. Aucun d'eux ne semblait pressé de le rompre. Chaque pièce de cette vaste maison, remarqua Georgia, avait commencé à paraître plus petite chaque fois qu'il l'occupait seul. C'est 2 nuits plus tard que Georgia trouva la divergence qui allait défaire tout ce qu'ils avaient construit entre eux. En croisant le propre récit de Léonard de l'incendie avec un vieux registre du domaine, elle réalisa que sa description de la chevalière en argent ne correspondait à aucun membre de la maisonnée de Thornwick qu'elle avait encore catalogué, sauf une famille dont il n'avait manifestement jamais mentionné le nom dans aucune de leurs confessions nocturnes. « Vous vous souvenez à qui appartenait cette bague ?» dit-elle doucement, le registre ouvert entre eux. « Vous vous en êtes toujours souvenu. Vous ne me l'avez simplement jamais dit. » Le silence de Léonard fut une réponse suffisante. Georgia n'éleva pas la voix. Elle avait appris il y a longtemps que la dévastation la plus froide portait plus loin que n'importe quel cri. « Vous m'avez promis la vérité, » dit-elle. « Pas la vérité qui vous arrangeait, pas la vérité qui épargnait le nom de votre famille. La vérité, Léonard. Je craignais qu'elle n'implique mon père, » dit-il. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, son sang-froid se brisa entièrement. J'ai passé 21 ans à croire que j'étais peut-être le fils de l'homme qui a tué ma mère. Je ne pouvais pas me résoudre à dire ces mots à voix haute à qui que ce soit. La peur explique la malhonnêteté, dit Georgia. Elle ne l'excuse pas. Qu'auriez-vous voulu que je fasse? J'aurais voulu que vous compreniez, dit Georgia, sa voix se brisant enfin, que vous m'avez demandé de faire confiance à une famille qui a détruit ma mère. Et puis vous m'avez caché le seul détail qui aurait pu nous dire qui méritait vraiment le blâme. Vous n'avez pas seulement protégé le nom de votre père, Léonard. Vous l'avez protégé au détriment du mien. Il n'eut pas de réponse à cela. Elle n'en attendait pas. Elle fit ses bagages la même nuit. Léonard n'essaya pas de l'arrêter par la force, bien que chaque instinct en lui l'y poussa clairement. Au lieu de cela, il rassembla tous les documents, tous les registres copiés, chaque bribe de correspondance qu'ils avaient assemblée ensemble, et plaça toute la collection entre ses mains. « Vous avez le droit de poursuivre cela sans moi, » dit-il doucement. « Je n'ai aucun droit sur la vérité ou sur vous. » Georgia s'arrêta à la porte, le recueil lourd dans ses bras. « Je voulais tellement me tromper à votre sujet, » dit-elle. « Moi aussi, » répondit Léonard. Et la tristesse silencieuse de sa réponse faillit anéantir sa résolution.
C'était, Georgia le comprendrait plus tard, la première fois qu'il avait choisi l'honnêteté plutôt que le contrôle. Et ce choix lui coûta visiblement. Sa calèche s'éloigna de Thornwick sous un ciel gris et impitoyable. Et Georgia se surprit, quelque part après la première borne, à pleurer doucement pour une maison qu'elle avait à peine commencé à considérer comme un foyer. Elle ne pleurait pas seulement pour Leonard. Elle pleurait pour la version d'elle-même qui avait, si brièvement, permis à l'espoir de s'installer là où la prudence avait toujours monté la garde. Londres l'avala tout entière pendant 3 longues semaines. Elle loua une petite chambre au-dessus d'une librairie, près de Gray's Inn, modeste, mais entièrement à elle, payée avec ses propres gains, plutôt que par la charité de quiconque. Et elle trouva une fierté étrange et silencieuse dans le simple acte de tourner sa propre clé dans sa propre serrure chaque soir. Elle consulta un avocat nommé Adrian Fitzpatrick, un homme aux yeux vifs et courtois, expérimenté en matière de fiducie et de droit successoral. Il examina les documents avec une alarme croissante. « Mademoiselle Clark, dit-il, ces registres ne font pas que laver le nom de votre mère. Ils suggèrent que des fonds destinés à l'aide aux locataires et aux pensions des veuves ont été systématiquement détournés pendant des années avant l'incendie. Par qui? Ça, dit Adrienne d'un air sombre. Les registres ne le disent pas encore. Mais je parierais que celui qui gérait ces comptes caritatifs détient la réponse. Il y a une autre question, mademoiselle Clark, dit Adrienne avec précaution, posant sa plume. Je vous conseillerais de réfléchir attentivement à qui gère actuellement ces mêmes comptes caritatifs. Et qui, par conséquent, avait le plus à perdre si l'ancien incendie avait été correctement enquêté. Georgia pensa au sourire chaleureux de Benedict, à sa sympathie facile, et sentit le premier fil froid de suspicion qu'elle ne s'était pas encore autorisée à suivre. Elle passa cette nuit dans sa chambre louée à Londres, retournant la pensée encore et encore, cherchant une explication innocente et trouvant à chaque fois que la gentillesse qu'elle avait acceptée si volontiers correspondait un peu trop bien à la silhouette d'un homme dégageant son propre chemin. C'est pendant ces semaines qu'une deuxième découverte, plus discrète, la troubla davantage. Une recherche dans les anciens comptes de Belgrave House, entreprise avec l'aide d'Adrienne, révéla des paiements faits à Lady Beatrice des années plus tôt, par un intermédiaire lié à Thornwick, peu après la disgrâce d'Eliza. Georgia confronta sa tante par lettre plutôt qu'en personne, ne voulant pas encore affronter ce qu'elle soupçonnait de trouver dans les yeux de sa tante. La réponse de Lady Beatrice arriva, froide et défensive. « Tu parles de liberté parce que tu as oublié qui a payé le toit sous lequel tu as appris ce mot pour la première fois. » C'était, réalisa Georgia avec un cœur lourd, ce qui se rapprochait le plus d'une confession que sa tante offrirait jamais. Elle se rendit une dernière fois à Belgrave House, avant de retourner à Thornwick. Elle trouva sa tante vieillie, assise seule dans le même salon. Le salon où Georgia avait passé 10 ans à se rendre utile et invisible. « Vous saviez que l'argent était un paiement pour le silence, » dit Georgia doucement. « Peut-être pas toute la vérité sur ce qu'il achetait, mais vous saviez. » « Je me suis dit que c'était une compensation, » dit Lady Beatrice, sans tout à fait la regarder dans les yeux. « Je me suis dit que je l'avais mérité. Te loger, te nourrir, quand personne d'autre ne se donnait la peine d'offrir ne serait-ce que ça. Vous auriez pu me dire la vérité à tout moment ces 10 dernières années, et perdre le seul levier qu'il me restait pour te garder près de moi. » La voix de Lady Beatrice se brisa légèrement avant de se durcir à nouveau. « Tu appelles ça du contrôle. J'appelais ça garder un toit sur nos 2 têtes. » Georgia partit sans absolution pour sa tante, et sans tout à fait la même colère qu'elle avait en arrivant. Certaines cages, commençait-elle à comprendre, étaient construites autant par peur que par cruauté. Cela ne les rendait pas moins des cages. Cela rendait simplement la femme qui en construisait une, un peu moins un monstre, et un peu plus simplement, tristement, humaine. À Thornwick, Leonard se déplaçait dans sa maison vide comme un homme apprenant trop tard le poids particulier du silence qu'il avait passé sa vie à cultiver. Il n'envoya pas chercher Georgia. Il lui avait promis la liberté de choisir, et il avait l'intention, aussi douloureusement que ce soit, de l'honorer. Au lieu de cela, il s'asseyait de nombreux soirs dans le salon de musique où personne ne chantait, traçant la poussière qui avait recommencé à se déposer sur le couvercle fermé du pianoforte. Et il comprit, avec la clarté que seule une perte véritable procure, qu'il ne regrettait pas Georgia, parce qu'elle faisait avancer son enquête.
Il regrettait la façon particulière dont elle fronçait les sourcils devant une colonne de chiffres difficiles. Il regrettait l'esprit sec et posé, avec lequel elle répondait à chaque tentative de sa propre autorité. Il regrettait, par-dessus tout, le son d'une autre voix dans une maison qui avait écouté, vide et sans réponse, pendant 21 ans. Elle lui manquait, parce que la maison n'avait de sens qu'avec sa voix à l'intérieur. Georgia retourna à Thornwick, non pas pour Leonard, mais pour la vérité qui attendait encore d'être découverte sous son toit. Elle le lui dit clairement dès son arrivée, observant attentivement comment il le recevrait. « Je ne suis pas revenu pour vous, dit-elle. Je suis revenu parce que les registres doivent encore être terminés, et parce que je trouve que je ne suis pas encore prête à laisser la gentillesse calculée de Benedict sans réponse. »« Je comprends la différence, » dit Leonard doucement. Et quelque chose dans son acceptation sereine de cette distinction dit à Georgia qu'il comprenait enfin. « Vous ne m'avez pas demandé de répondre différemment, » observa-t-elle. « Je vous ai promis le droit de choisir, » dit Leonard. « Je n'ai pas l'intention de briser cette promesse 2 fois. » Leurs retrouvailles portaient leur propre douleur silencieuse, un désir qu'aucun d'eux ne nommait à voix haute. Une tempête les piégea une fois de plus sous l'abri étroit de la folie du jardin, la pluie martelant le toit de pierre au-dessus. Et pendant un moment à couper le souffle, la bouche de Leonard plana à 1 centimètre de la sienne, avant que le son d'un domestique approchant ne les force à s'écarter. Aucun ne parla de la proximité qu'ils avaient atteinte. Tous deux comprirent en privé à quel point c'était passé près. Une lettre de menace arriva à Thornwick la même semaine, avertissant Georgia en termes laids et anonymes d'abandonner son enquête ou de subir des conséquences qu'elle n'apprécierait pas. Secouée plus qu'elle ne voulait l'admettre, elle se retrouva ce soir-là, debout devant Leonard, alors qu'il lui faisait sa première demande en mariage. « Je peux vous donner mon nom, » dit-il. « Ma protection, l'indépendance financière, l'autorité de voir la réputation de votre mère entièrement restaurée. Un foyer permanent, à l'abri de toutes les mains menaçantes de Londres. » Georgia sentit l'attrait de chaque mot et le refusa quand même. « M'aimez-vous » demanda-t-elle doucement. « Ou souhaitez-vous simplement vous assurer la seule personne qui connaît vos secrets ?» Léonard ne put répondre honnêtement, et son silence répondit pour lui. « Je vous ai offert tout ce que je possède, » dit Léonard, une note de désespoir se glissant sous son contrôle prudent. « Non, » dit Georgia. « Vous m'avez offert tout ce que vous contrôlez. Ce n'est pas le même cadeau, » dit Léonard, aussi joliment emballé soit-il. « Alors que reste-t-il? »« Vous, » dit simplement Georgia, « vous tout entier, offert librement, sans qu'une lettre de menace ne vous force la main. Je ne crois pas encore que vous sachiez comment me donner cela. » Il ne put lui répondre, et son silence, plus que n'importe quel argument, lui donna raison. « Je n'échangerai pas une forme de dépendance contre une plus luxueuse, » dit Georgia, sa voix stable, même si son cœur se brisait doucement en elle. « Je ne deviendrai pas votre duchesse parce que vous avez peur que je parte. » Elle le refusa et quitta la pièce avant que l'un ou l'autre ne puisse voir combien ce refus lui coûtait. Georgia ne voulait pas y croire. Elle retourna la pensée pendant des jours, la testant sous tous les angles, espérant désespérément trouver une explication innocente qui lui permettrait de garder sa confiance en Benedict Wallace intacte. Elle pensa à toutes les gentillesses qu'il lui avait montrées depuis son arrivée, les annuaires de la maison remis si librement, la défense chaleureuse qu'il avait offerte lorsqu'un invité négligent lors d'un petit souper s'était moqué de la mémoire d'Elisa en sa présence, l'avertissement doux qu'il lui avait donné, une fois dans le jardin, de ne pas laisser son chagrin la rendre imprudente. « La vérité est admirable en principe », lui avait-il dit ce même après-midi, en souriant. Mais elle a tendance à en demander beaucoup aux gens qui la cherchent. Elle avait pensé que c'était de la sagesse à l'époque. Elle comprenait maintenant, en retournant la phrase à la lumière froide de la suspicion, que c'était plus proche d'un avertissement qui lui était directement destiné. Il n'y en avait aucune. Chaque document que Benedict lui avait généreusement remis, chaque vieil annuaire de la maison, chaque conseil doux de ne pas laisser son chagrin la rendre imprudente, avait orienté son enquête exactement là où il le souhaitait, et nulle part près de la vérité qu'il avait le plus besoin d'enterrer. Elle testa sa suspicion avec précaution lors d'un souper un soir, observant le visage de Benedict plutôt que ses mots. « Je commence à me demander, milord, si les comptes caritatifs que vous gériez autrefois
ne contiendrait pas une réponse que nous avons négligée. Quelque chose vacilla derrière le sourire facile de Benedict, disparu presque avant que Georgia ne soit certaine de l'avoir vu. Une piste fastidieuse, mademoiselle Clark. Je parie que vous n'y trouveriez que de vieux reçus et de vieilles disputes sur des réparations de toiture. Pourtant, dit Georgia légèrement, je me trouve curieuse. La curiosité, dit Benedict, remplissant son verre avec un sang-froid parfait, a déjà coûté très cher à votre famille. Je détesterais la voir vous coûter davantage. C'était, Georgia le comprit plus tard, à la fois un avertissement et une confession. Livré avec la même voix chaude et raisonnable qu'il avait utilisée pour chaque gentillesse qu'il lui avait jamais montrée. Violette arriva à Thornwick la même semaine, tout en excuses douces et en inquiétude étudiée. « Je souhaite seulement faire amende honorable, » dit Violette, prenant les mains de Georgia dans les siennes. « Notre famille est devenue si divisée. Ne pourrions-nous pas recommencer, cousine, avant que les choses n'aillent plus loin que ce que nous pouvons réparer ?» Georgia étudia attentivement le visage de sa cousine, cherchant l'ancienne cruauté sous la nouvelle douceur. Elle ne trouva que ce qui semblait, de manière exaspérante, être une détresse sincère. « Vous avez choisi cette chanson délibérément, » dit Georgia doucement. « Vous saviez précisément ce que cela me coûterait. »« Je le savais, » admit Violette, son sang-froid se fissurant un instant. « Je ne savais pas que cela me coûterait quoi que ce soit. Je commence à comprendre que c'est le cas. » Georgia voulait désespérément la croire. Georgia avait voulu croire beaucoup de gens ce dernier mois, et s'était trompée presque à chaque fois. C'est cette même nuit que Georgia, incapable de dormir, retourna au salon de musique pour étudier à nouveau les partitions de Cecilia à la lueur des bougies. Et comprit enfin ce que les pages manquantes et les petites marques de roses blanches avaient toujours signifié. Pas d'épreuves, des directions. Elle étala les partitions sur le couvercle fermé du pianoforte, faisant correspondre marque contre marque avec des mains tremblantes. Une flèche vers l'ouest esquissée faiblement à côté d'un passage de notation. Une seule rose répétée 3 fois sur 3 pièces distinctes. Le chiffre 7, écrit en petit dans le coin d'une page autrement vierge. Un seul mot répété, souligné 2 fois en dessous. Les propres initiales de Cecilia, griffonnées à côté d'un ancien plan du domaine. Glissé entre 2 pages qui avaient autrement été laissées intactes. Georgia se rassit, son pouls battant fort dans ses oreilles. Comprenant enfin pourquoi quelqu'un avait découpé tant de pages si soigneusement de tant de livres différents. Celui qui avait fait les coupures n'avait pas su quelle partition portait quel fragment du message. Il avait simplement enlevé chaque page qui semblait dangereuse. Et dans sa hâte, il en avait laissé juste assez pour être lu par quiconque serait assez patient pour regarder. La musique était une carte menant non pas à une fortune cachée, mais à ce que Cecilia Sterling avait désespérément besoin de cacher la nuit de sa mort. La serre des roses blanches en ruine, scellée depuis l'incendie, détenait la réponse. Pièce par pièce, travaillant tard dans la nuit avec Léonard à ses côtés, la forme complète de la conspiration émergea. Benedict avait servi pendant des années comme administrateur adjoint de plusieurs fonds caritatifs des Sterling. Des fonds établis des générations plus tôt pour soutenir les familles de locataires pendant les hivers rudes. Et pour fournir de petites pensions aux veuves des travailleurs du domaine qui avaient donné leur vie au service de Thornwick. Cecilia, examinant les comptes un automne par simple diligence, avait découvert que l'argent destiné à ces familles disparaissait discrètement, par le biais de comptes de réparation falsifiés, de factures pour des travaux jamais effectués, de bois jamais livrés, de toits jamais réparés. Elisa, loyale et sans peur, avait aidé Cecilia à copier les vrais registres en secret. Retrouvant sa maîtresse, après que la maisonnée se soit retirée pour la nuit, pour comparer les chiffres avec les rapports officiels de Benedict. C'était, Georgia le comprenait maintenant, précisément le genre de travail discret et soigné dans lequel sa mère avait toujours excellé, et précisément le genre de loyauté qui lui avait tout coûté. Le collier n'avait jamais été volé. Cecilia l'avait vendu elle-même discrètement par l'intermédiaire d'un bijoutier dans une ville lointaine où personne ne reconnaîtrait le blason de Thornwick, pour remplacer une partie des fonds caritatifs manquants pendant qu'elle rassemblait des preuves contre son propre beau-frère. Elle avait l'intention, Georgia et Leonard le reconstituèrent à partir de sa correspondance privée, de présenter toutes les preuves à l'avocat de son mari dans le mois. Benedict avait intercepté ces lettres
avant même qu'elle ne quitte la maison. Il avait piégé Elisa pour se protéger, lançant la rumeur même de vol qui garantirait que personne ne chercherait plus loin. Et quand Cecilia décida de l'exposer malgré tout, certaine que le nom de la famille de son mari comptait moins pour elle que la vérité, il avait mis le feu à la salle des archives pour détruire les registres copiés avant qu'elle ne puisse les livrer. L'incendie s'était propagé plus loin qu'il ne l'avait prévu, piégeant Cecilia dans l'aile ouest. Et il avait choisi, dans les moments cruciaux qui suivirent, la dissimulation plutôt que le sauvetage. Il avait passé 21 ans ensuite en tant que protecteur le plus dévoué de la famille endeuillée, s'assurant doucement, patiemment, que personne ne pense jamais à regarder en arrière, que le chagrin de Leonard reste fixé sur sa propre prétendue défaillance plutôt que sur l'oncle se tenant tranquillement à ses côtés. « Il a gardé ma maison, contre l'homme même qui l'a brûlée », dit Leonard, sa voix vide d'horreur. Cette nuit-là, pour la première fois, Leonard confessa toute sa culpabilité à voix haute, sans garde et entière. « Je me suis dit pendant 21 ans que mon hésitation l'avait tué, » dit-il, fixant le feu mourant plutôt que Georgia. « Que si j'avais couru plus vite, moins écouté ma propre peur, elle aurait pu vivre. J'ai construit toute ma vie autour de cet unique échec. J'ai arrêté de danser. J'ai arrêté de courtiser. J'ai arrêté de vivre, de toutes les manières qui comptaient. Parce qu'une partie de moi croyait que j'avais perdu le droit de le faire au moment où le couloir s'est effondré. Vous aviez 16 ans, dit doucement Georgia. Vous étiez un enfant obéissant à sa propre terreur, pas un homme manquant à un devoir. Je n'ai pas toujours cru que cette distinction importait. C'est la seule distinction qui ait jamais importé, dit Georgia, et elle tendit la main vers la sienne. Georgia le serra dans ses bras pendant qu'il parlait, et quelque chose entre eux, déjà profond, se transforma en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus prétendre être simplement pratique. C'est Violette qui, l'après-midi suivant, se glissa dans le salon de musique pendant que Georgia s'habillait pour le souper, et retira discrètement le recueil de Lisa du tiroir du bureau où il se trouvait. Georgia remarqua son absence dans l'heure et suivit la seule piste disponible, dans l'aile ouest scellée et silencieuse. La lourde porte se referma derrière elle avec un bruit de verdict. De la fumée, faible mais indubitable, commença à s'enrouler sous la porte du fond. Violet se tenait près de la porte de la serre en ruine, le recueil volé serré contre sa poitrine, son visage blanc d'une peur qui était clairement arrivée trop tard. « Il a promis de régler les dettes de Belgrave House », dit Violette, sa voix se brisant. « Si je récupérais les papiers concernant Eliza. »« Je ne savais pas, Georgia. Je vous jure, je ne savais pas ce qu'il avait vraiment l'intention de faire. »« Vous en saviez assez pour me voler, » dit Georgia, bien qu'il y eût moins de colère dans sa voix qu'elle ne s'y attendait. « Vous ne vous êtes simplement pas demandé pourquoi il le voulait si ardemment. » Benedict sortit de l'ombre de la porte derrière elle. Et pour la première fois, Georgia vit, entièrement démasqué, l'homme qui avait souri si gentiment pendant 21 ans. « Vous avez été remarquablement minutieuse, mademoiselle Clark, » dit-il presque avec admiration, comme si elle était une élève prometteuse plutôt qu'une femme qu'il avait l'intention de faire taire. « Votre mère était minutieuse aussi, à sa manière. Cela ne vous a pas beaucoup servi à toutes les deux au final. Vous avez assassiné une duchesse pour protéger un vol, » dit Georgia. « Aucune minutie ne vous sauvera de cela, milord. La vérité est admirable en principe, » dit-il calmement, craquant une allumette contre le cadre de la porte. « En pratique, elle a enterré de meilleures familles que la nôtre. » Il toucha la flamme sur le bois sec et cassant, longtemps négligé depuis le premier incendie. Et la vieille serre commença à brûler avec une vitesse terrible. « Benedict, non !» murmura Violette, l'horreur la submergeant enfin. Georgia ne cria pas. Elle avait appris de 30 années passées à survivre à des cruautés plus silencieuses que la panique ne servait à personne. Elle recula vers le mur du fond, alors que la fumée s'épaississait. Son esprit courant vers la mélodie, qu'elle comprenait maintenant aussi clairement que son propre nom. Porte ouest, 7e pierre, rose blanche en dessous. La nouvelle parvint à Leonard en quelques minutes, et il courut à travers le grand hall et dans le couloir scellé sans une seule pensée pour sa propre sécurité. La fumée s'enroulait, épaisse, le long du plafond, piquant ses yeux, remplissant sa gorge de la même odeur amère de cèdre qui l'avait hanté pendant 21 ans. Son soufflet se coupa, et son corps, entraîné par le deuil à se figer à ce moment précis, se bloqua entièrement. Il resta debout, conscient,
totalement incapable de faire avancer ses propres jambes. Exactement comme il s'était tenu la nuit de la mort de sa mère. Quelque part derrière ses yeux, il avait de nouveau 16 ans. Regardant une bague en argent briller dans l'obscurité, entendant la voix de sa mère lui ordonnant de s'éloigner. De l'autre côté de la fumée, Georgia entendit sa respiration rauque et inutile, et comprit immédiatement ce qui lui arrivait. Elle n'appela pas son nom. Elle commença plutôt à chanter. Pas la version endeuillée de la complainte qu'elle avait chantée au bal. Elle la chanta lentement maintenant, délibérément, chaque direction cachée s'élevant clairement au-dessus du crépitement des flammes, sa voix plus stable qu'elle n'avait le droit de le sentir. Port-Ouest, 7e pierre, rose blanche, passage en dessous. Sa voix ne le guérit pas. Elle donna à son corps piégé quelque chose de précis à suivre, pendant qu'il menait sa propre guerre privée contre 21 ans de mémoire. Le pied de Léonard bougea, puis un autre. Il se força à traverser la fumée et la terreur vers le son de sa voix. Un couplet à la fois, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son côté et la tire hors du plus gros de la fumée. Ensemble, toussant, à moitié aveugles, ils trouvèrent la 7e dalle sous les roses blanches en ruine. Exactement là où la musique l'avait promis, et la soulevèrent pour révéler la lettre cachée de Cecilia et les vrais registres copiés, préservés pendant 21 ans sous la cendre. Léonard se détourna des preuves retrouvées vers Bénédicte, sa voix tremblant d'une fureur vieille de 21 ans. « Tu as laissé ma mère mourir pour te protéger. Je n'ai jamais eu l'intention que le feu se propage aussi loin, dit Bénédicte. Et pour une fois, il n'y avait plus de chaleur dans sa voix, seulement le calcul froid d'un homme acculé. J'avais seulement l'intention de brûler les registres. Votre mère n'aurait pas dû être encore dans ce couloir. Elle était dans ce couloir, dit Léonard, parce que tu l'y as laissée. Bénédicte ne le nia pas. Il tendit simplement la main vers la porte, avec l'intention de fuir, et la trouva déjà en train de s'ouvrir. Violet, en pleurs, avait ouvert la porte extérieure en grand et crié pour les domestiques. « Je ne porterai plus ça pour vous, » dit-elle à Bénédicte, sa voix rauque. « J'en ai assez porté. » Elle ne devint pas innocente à ce moment-là, mais elle empêcha, au dernier instant possible, que le crime ne soit achevé. Bénédicte fut saisi par le personnel de la maison avant d'avoir fait 10 pas dans le jardin d'hiver. Son sang-froid entièrement disparu. Le masque chaleureux et raisonnable qu'il avait porté pendant 21 ans, finalement arraché pour de bon, devant la famille même qu'il avait passé 2 décennies à tromper si soigneusement. Ce soir-là, une fois le feu éteint et la maisonnée installée dans un calme secoué et reconnaissant, Léonard lut la lettre retrouvée de Cecilia, seule dans le salon de musique restauré. Georgia assise tout près de lui. « Mon très cher garçon », disait la lettre d'une écriture adoucie par l'âge. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu pour te dire moi-même que je t'ai envoyé vers l'escalier et parce que je ne pouvais supporter l'idée de te perdre dans le feu que je craignais que Bénédicte n'allume. Je ne t'ai pas blâmé d'être revenu. Je ne me blâme que moi-même de ne pas t'avoir dit plus tôt ce que je soupçonnais de lui. Eliza m'a été loyale jusqu'à la toute fin et innocente de chaque accusation portée contre elle. Ne construis pas toute ta vie autour de ma mort. Vis, Léonard. Vis, vraiment. » Léonard lut la lettre une 2e fois, puis une 3e, comme s'il ne pouvait pas encore croire que ses propres yeux l'avaient bien comprise. « 21 ans, dit-il finalement, sa voix mal assurée. 21 ans. J'ai cru que je l'avais abandonnée, et elle me suppliait, alors même que le couloir brûlait, de ne pas laisser sa mort devenir toute ma vie. Vous avez porté une culpabilité qui n'a jamais été la vôtre, dit doucement Georgia. Je ne sais pas encore comment la déposer. Vous n'avez pas besoin de savoir tout d'un coup, dit-elle. Vous n'avez qu'à commencer. Léonard pleura. Enfin, 21 ans de chagrin retenu, se libérant d'un seul coup. Georgia le serra dans ses bras sans parler, passant doucement ses doigts dans ses cheveux, et comprit que ce moment silencieux importait plus que n'importe quel baiser qu'ils avaient encore partagé. L'enquête officielle se réunit à Londres 3 semaines plus tard, dans une salle bien moins grande que Kingsmere Hall, mais considérablement plus importante. L'inventaire fut présenté. Les registres retrouvés furent exposés devant les magistrats et les avocats, prouvant sans aucun argument que Benedict Wallace avait détourné des fonds caritatifs destinés aux familles de locataires et aux veuves, qu'il avait piégé une femme innocente pour dissimuler son vol, et qu'il avait allumé l'incendie qui a tué Cecilia Sterling
duchesse de Thornwick. Adrian Fitzpatrick plaida la cause du domaine avec une précision que Georgia attendait de lui, guidant les magistrats à travers chaque compte falsifié avec la patience de quelqu'un qui avait passé des semaines à se préparer pour ce matin précis. La lettre de Cecilia, lue à voix haute, lava le nom d'Eliza Clark devant la société même qui avait passé 6 ans à traiter sa disgrâce comme un fait accompli. Georgia écouta l'innocence de sa mère être inscrite au dossier officiel enfin, et se surprit à pleurer doucement. Pas de chagrin cette fois, mais de l'étrange et écrasant soulagement d'être enfin cru. Les anciens paiements de Lady Beatrice furent également révélés. Elle n'avait pas connu toute la vérité du crime, conclut l'enquête. Mais elle avait longtemps soupçonné que l'argent était destiné à acheter le silence, et l'avait accepté malgré tout. Elle évita les poursuites pénales, mais sa position dans la société, autrefois si soigneusement gardée, s'effondra en une semaine. Elle n'écrivit à Georgia qu'une seule fois de plus, une note courte et sèche, lui souhaitant bonne chance. Et Georgia découvrit qu'elle pouvait pardonner la lettre sans tout à fait pardonner la femme qui l'avait envoyée. Georgia témoigna en dernier, sa voix stable, devant une salle qui ne pouvait plus la rejeter comme une simple dame de compagnie, une simple vieille fille, un simple nom attaché à un vieux scandale. Elle parla de la loyauté de sa mère, des années passées à endurer tranquillement une disgrâce qui n'était pas la sienne, et regarda avec une sorte d'émerveillement la salle, écouter chaque mot. Quand elle descendit enfin, Leonard attendait au fond de la chambre, et le regard sur son visage lui dit, plus clairement que n'importe quel mot, à quel point il était fier de la connaître. Violet ne reçut pas un pardon facile, et Georgia n'en offrit pas. Mais elle se tint devant Georgia ensuite, dépouillée de toute la prétention qu'elle avait autrefois portée si gracieusement. « Je t'ai demandé de chanter ce soir-là parce que je voulais te voir humiliée, » dit Violette, sa voix faible. « Je n'ai jamais dit ça clairement à voix haute jusqu'à maintenant. »« Non, » convint Georgia. « Tu ne l'as pas fait. J'ai passé toute ma vie à entendre que ma valeur résidait entièrement dans le fait d'être regardée, » dit Violette. « Je ne savais pas, jusqu'à ce que je te coûte presque la vie, à quel point je n'avais jamais pensé à ce que cela te coûtait d'être celle qui se tenait à côté de moi, sans être regardée. C'est peut-être la première chose honnête que tu m'aies jamais dite, Violette. Me pardonneras-tu un jour pour ça? Je ne sais pas encore, dit Georgia honnêtement. Je sais que je ne te veux plus de mal, ce qui est plus loin que ce que je m'attendais à parcourir ce soir. Elle ne promit pas de réconciliation. Elle laissa plutôt la plus petite possibilité d'une réconciliation un jour, si le repentir s'avérait être plus que des mots. Dans les mois qui suivirent, Léonard créa le fonds de charité que sa mère avait toujours voulu, rétablissant enfin les fonds destinés aux familles de locataires et aux veuves sur le domaine de Thornwick. Il nomma Georgia comme l'une de ses directrices indépendantes, avec son propre salaire, sa propre autorité et son propre statut juridique entièrement distinct du sien. Elle passa ses matinées, ses premières semaines, à examiner les demandes de femmes très semblables à elle. Des femmes avec plus d'intelligence que de revenus, plus de courage que d'opportunités, et sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine chaque fois qu'elle pouvait dire oui à l'une d'elles. Il y avait une satisfaction particulière, découvrit Georgia, à signer son propre nom sur sa propre correspondance, à négocier son propre salaire sans qu'un seul parent ne se tienne derrière elle pour s'attribuer le mérite de l'arrangement. Elle écrivit à Mabel cet automne, décrivant le travail en détail, et reçut en retour une lettre si pleine de fierté pour elle que Georgia la lut 2 fois avant de la ranger soigneusement avec le vieux recueil de sa mère. 2 trésors désormais conservés côte à côte. Ce n'est qu'une fois cette indépendance pleinement assurée, une fois que Georgia n'eut plus besoin de rien de lui, qu'elle n'aurait pu se procurer elle-même, que Léonard la demanda en mariage une seconde fois. Il vint la voir dans le salon de musique restauré sans cérémonie, sans public, sans un seul document ou contrat préparé à l'avance. « Je n'ai rien apporté avec moi cette fois, » dit-il. Quelque chose de presque nerveux dans sa voix habituellement calme. Pas d'inventaire, pas de règlement, pas d'argument préparé à l'avance pour vous persuader. C'est un changement considérable par rapport à votre méthode habituelle, votre grâce. J'ai appris que ma méthode habituelle passait plutôt à côté de l'essentiel. Il vint à elle sans argument cette fois, sans raisonnement pratique, sans devoir offert en substitut du sentiment. « Je ne vous demande pas parce que vous avez besoin de ma protection, » dit-il. « Je vous demande parce que j'ai appris la différence entre une maison vide et une vie sans vous. » Vierge l'étudia un long moment,
se souvenant de l'homme qui lui avait autrefois offert son nom, son rang, sa protection. Tout sauf la seule chose qu'elle avait vraiment voulu. Vous m'avez dit un jour que l'indifférence serait considérablement plus facile que ce que vous ressentiez pour moi, dit-elle. Est-ce toujours difficile, Leonard? Considérablement plus difficile que ce soir-là, admit-il. Je ne sais plus comment imaginer une version de ma vie qui ne vous inclut pas, et j'avoue que cela m'effraie bien moins qu'avant. Et si je refuse? Demanda doucement Georgia, le testant une dernière fois. Alors, j'honorerai votre choix, dit Leonard, et je vous aimerai quand même, sans vous punir pour cela. Georgia sentit quelque chose dans sa poitrine, gardée pendant 30 ans, s'ouvrir enfin complètement. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit-elle. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais j'aimerais beaucoup être choisie. Alors laissez-moi vous choisir, dit Léonard. Votre caractère, votre esprit, votre voix, votre courage, votre méfiance à mon égard, que j'ai amplement mérité, votre pitié, que je n'ai pas mérité. Je veux vos désaccords à ma table, et vos livres à côté des miens. Je veux votre rire dans des pièces qui n'ont connu que le deuil. Je veux votre liberté, Georgia. Même en sachant que cette liberté signifie que vous pourriez encore me refuser. Elle ne le refusa pas. Son acceptation portait une fin longtemps contenue, enfin libérée. Ses mains encadrant son visage, ses doigts dénouant le nœud soigné de sa cravate, sa bouche chaude sur sa tempe et le long de sa gorge. Chaque rapprochement supplémentaire offert et demandé à parts égales, jamais pris sans sa réponse. La scène contenait tout le désir qu'il s'était refusé pendant des mois. Et ne demandait rien d'aucun d'eux qu'il n'avait pas déjà librement choisi de donner. Leur mariage fut discret, élégant, et totalement dépourvu du spectacle que la société aurait pu exiger d'un mariage de duc. Georgia portait une robe qu'elle avait choisie et payée elle-même. Ivoire à nouveau, mais rien à voir avec la robe empruntée de ce premier bal ruineux. Mabel, la servante qui l'avait entendu chanter en secret pour la première fois il y a des mois, attacha les boutons dans son dos, avec des mains qui tremblaient de bonheur plutôt que de devoir. Adrian Fitzpatrick assista et offrit à Georgia un sourire ironique et chaleureux, alors qu'elle passait à son bras. Même Violet vint, assise discrètement au fond de la petite chapelle. Sa présence ni entièrement pardonnée, ni entièrement malvenue. Une possibilité laissée ouverte plutôt qu'une dette déjà payée. Lors de leur nuit de noces, Georgia admit, sa voix mal assurée à la lueur des bougies, que des années à être qualifiées d'indésirables avaient rendu difficile de se croire désiré. Leonard retira ses gants et les épingles de ses cheveux lentement, avec une révérence qui répondait à chaque doute qu'elle n'avait pas exprimé à voix haute. « Vous n'avez jamais été indésirable pour moi, dit-il. Pas un seul soir depuis que vous avez chanté. Ne soyez pas doux avec moi par pitié, avertit doucement Georgia. Il n'y a rien de doux dans ce que je ressens pour vous, répondit Léonard bas contre son oreille. La douceur est simplement la manière que j'ai choisi de le placer entre vos mains. Ce qui suivit fut tendre, sans hâte et entièrement à eux, construit sur une confiance gagnée au fil des mois d'honnêteté, enfin donnée librement, et un désir longtemps contenu, enfin autorisé à respirer. Un an plus tard, Thornwick Hall ressemblait peu à la maison hantée et à l'écoute que Georgia avait découverte. Les portes du salon de musique restaient ouvertes à toute heure du jour. La serre des roses blanches avait été reconstruite, non pas comme un jardin privé, mais comme une école, où les femmes de peu de fortune pouvaient apprendre la musique et gagner leur vie honorablement, exactement comme Georgia n'avait pas pu le faire autrefois. Mabel elle-même y avait pris un poste, enseignant aux plus jeunes élèves leur première gamme, et écrivait fièrement à Georgia de chaque petit succès. Georgia ne chantait plus en public que lorsqu'elle le souhaitait, et le souhait venait bien plus facilement qu'avant. Les crises de Leonard n'avaient pas entièrement disparu. Certaines notes bloquaient encore occasionnellement son souffle, pendant un moment ou deux. Mais il ne cachait plus la lutte, ni ne la prenait pour de la faiblesse. Et Georgia ne répondait plus à ces moments par un réconfort vide. Elle lui rappelait simplement doucement chaque choix qu'il avait fait depuis, et chaque choix encore à venir. Leur journée s'était installée dans un partenariat confortable qu'aucun d'eux n'avait pensé attendre. Leonard se disputait encore avec elle sur les affaires du domaine et perdait plus souvent que sa fierté ne l'appréciait. Georgia lisait encore à côté de lui certains soirs pendant qu'il travaillait à sa correspondance. Ses pieds repliés sous elle, sa main s'égarant parfois de sa plume pour se poser sur sa cheville.
comme s'il avait besoin de se rappeler qu'elle restait à portée de main. Leur désaccord, quand il survenait, se terminait plus souvent par un rire silencieux que par un silence. Ce que Georgia considérait en privé comme la plus vraie mesure du chemin qu'ils avaient tous deux parcouru. Georgia ressentait encore certains soirs la vieille douleur familière, de se sentir comme la femme le long du mur de la salle de bal, celle que tout le monde avait depuis longtemps décidé de ne plus remarquer. Cela ne disparaissait pas simplement parce que ses circonstances avaient changé. Leonard, quand il remarquait l'ombre traverser son visage, ne répondait jamais par une réassurance creuse. Il lui rappelait simplement doucement les choix qu'elle avait faits depuis cet hiver, le poste qu'elle avait gagné, l'école qu'elle avait aidé à construire, la vie qu'elle s'était assemblée à partir de rien de plus que son propre courage obstiné, et la laissait arriver à son propre réconfort, à son propre rythme. Lady Beatrice écrivait une fois par saison, brièvement et formellement, et Georgia répondait à chaque lettre avec la même courtoisie soignée, ni chaleureuse ni froide. Une correspondance maintenue plutôt qu'une blessure entièrement guérie. Violet rendit visite 2 fois cette première année, plus silencieuse à chaque fois, et Georgia découvrit, à sa propre surprise, qu'elle ne redoutait plus le son de la calèche de sa cousine dans l'allée. Lors de leur premier anniversaire, entourée d'amis qui s'étaient autrefois moqués d'elle et qui maintenant portaient un toast en son honneur, Georgia s'assit une fois de plus au pianoforte et chanta la complainte d'hiver. Le souffle de Leonard se coupa au 2e couplet, exactement comme il le ferait toujours. La salle le remarqua, comme elle le ferait toujours. Cette fois, il ne se figea pas. Il traversa la pièce, prit sa main et se tint à ses côtés jusqu'à ce que la note finale s'estompe dans le silence chaud et éclairé par les bougies. Sa voix l'avait autrefois laissé figé devant une cour entière. Maintenant, elle le ramenait à la maison. Autrefois, on lui avait demandé de chanter parce qu'on voulait rire d'elle. Il n'aurait jamais pu imaginer que cette même voix découvrirait un meurtre, restaurerait le nom de sa mère, guérirait un duc en deuil. Elle enseignerait enfin à la femme indésirable le long du mur qu'être choisie signifierait toujours bien plus que simplement être vue. Elle avait passé 30 ans à croire qu'une femme sans fortune, sans père pour parler pour elle, sans mari pour la réclamer, n'avait absolument rien que le monde fût obligé de vouloir. Elle comprenait maintenant, debout à côté de l'homme qu'elle avait choisi, et qui avait enfin appris à la choisir librement en retour, qu'elle s'était trompée sur la partie la plus importante. Elle n'avait jamais été sans valeur. Elle avait simplement attendu une salle prête à l'écouter. Si l'histoire de Georgia vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » pour elle. Abonnez-vous et activez les notifications. D'autres histoires comme la sienne arrivent bientôt. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et laissez un commentaire pour me dire depuis quel pays vous nous regardez ce soir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.